Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, nous allons voir comment les questions environnementales se construisent et sont mises à l'agenda politique. Dans un premier temps, nous allons rappeler quels sont les acteurs qui participent à la construction des questions environnementales. Tout d'abord, nous avons les mouvements citoyens. Ce sont des entrepreneurs de cause qui vont utiliser différents répertoires d'action afin d'alerter l'opinion publique et les pouvoirs publics. Deuxièmement, nous avons les ONG au niveau environnemental, d'accord ? Ce sont également des entrepreneurs de cause, qui vont avoir un répertoire d'action un peu plus diversifié et qui ont comme caractéristique d'avoir des compétences scientifiques, juridiques, mais également donc d'être présentes aux grands sommets mondiaux sur l'environnement tels que les COP. Nous avons également les partis politiques qui vont intégrer les problèmes environnementaux dans leur programme politique et tenter de proposer des solutions. Les experts, les scientifiques vont apporter leurs compétences sur les questions environnementales, vont faire des évaluations des risques, essayer de déterminer des causes et peuvent également mettre en place, par le biais de rapports, donc des recommandations. Les entreprises, alors qu'elles s'inscrivent dans une démarche véritablement écologique volontaire ou alors plutôt un petit peu forcée, doivent également intégrer les questions environnementales dans leur mode de fonctionnement. Je vous renvoie en fait aux critères ESG sur l'environnement, sociaux et de gouvernance qui sont utilisés par les analystes financiers afin donc de sélectionner des entreprises qui par exemple sont entre autres respectueuses au niveau environnemental. Et pour terminer, les pouvoirs publics vont contribuer à identifier les problèmes liés à l'environnement, les mettre à l'agenda politique afin de prendre éventuellement donc des mesures pour y remédier. Nous allons y revenir. Alors entre ces différents acteurs existent différents types de relations, des relations conflictuelles, par exemple au niveau scientifique. On a ceux qui vont mettre en avant le rôle des activités humaines dans le changement climatique. A contrario, nous avons les climato-sceptiques qui vont vous dire non mais attendez, en France, été 1718-1719, on a bien eu une canicule avec 700 000 morts, un climat saharien en Île-de-France, des nuées de sauterelles, et pourtant on n'avait pas autant de pollution qu'aujourd'hui. D'un autre côté, les relations de conflit s'appuient également sur la sphère économique, avec des intérêts divergents. D'un côté, les entreprises, qui pour certaines ne sont absolument pas dérangées à polluer en utilisant certains produits, on pense au glyphosate, alors qu'on sait très bien qu'il y a de fortes conséquences négatives au niveau environnemental, sur certains insectes par exemple. Et au niveau juridique, je vous renvoie à l'affaire du siècle, qui est une campagne de justice climatique qui a débuté en France fin 2018, l'initiative de plusieurs associations, notamment la Fondation Nicolas Hulot, d'accord, pour la nature et l'homme. Et l'objectif était tout simplement d'attaquer en justice l'État pour son inaction en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Pour information, finalement, la faute de l'État a été reconnue début 2021. D'un autre côté, il existe également des relations de coopération, par exemple à travers le Grenelle de l'environnement, qui a mis autour de la table l'État, les collectivités locales, les entreprises, les ONG, etc. etc. D'accord ? Dans certains cas, les intérêts peuvent converger. Je veux dire, vous êtes une entreprise, vous voyez par exemple les rendements agricoles diminuer, finalement vous allez vous dire, peut-être que les écologistes n'ont pas tort et qu'il faudrait peut-être faire un petit peu plus attention, bien évidemment. La coopération permet également de mettre en commun, de mutualiser un certain nombre d'informations et ça peut également favoriser le développement de nouveaux modèles économiques. On pense à l'économie circulaire, avec des entreprises qui d'un côté vont mettre en place des innovations, vont faire des efforts pour mettre fin à l'obsolescence programmée, et d'un autre côté les consommateurs qui vont modifier leurs habitudes, par exemple et privilégier l'achat de produits recyclables. Alors concrètement, comment apparaît un problème public ? Un problème public existe dès lors que les gens commencent à penser que quelque chose peut être fait pour changer la situation. Donc dans un premier temps, déjà, il faut identifier le problème, se dire par exemple, oulala, il se passe quelque chose là au niveau du changement climatique, d'accord ? Deuxièmement, il va falloir cadrer le problème, et essayer de trouver ses causes, des solutions éventuelles. Le but est par exemple de mettre en évidence la multiplication de phénomènes météorologiques extrêmes et le rôle que peuvent avoir les activités humaines. Troisièmement, il va falloir justifier, mettre en évidence la gravité du problème en jouant par exemple sur les émotions, en ayant recours à des données scientifiques. En gros, montrer que c'est vraiment quelque chose d'important et qu'il faut intervenir. Et donc pour cela, il va falloir sensibiliser l'opinion, il va falloir donc passer à la phase de popularisation. Les acteurs vont utiliser les médias afin d'accroître leur visibilité et essayer de toucher un plus grand nombre tout simplement d'acteurs. Et in fine, on en arrive à la mise en place donc d'un problème
public, hein, c'est l'étape ultime où l'on va donc pouvoir parler effectivement de problèmes publics qui seraient éventuellement mis à l'agenda politique. Autrement dit, c'est le moment où les pouvoirs publics vont tenir compte du problème public, le mettre en place, et mettre en place, ou non d'ailleurs, une action publique, par exemple, dans le domaine climatique, une action sur la réglementation, la taxation, des subventions à l'économie verte, etc., etc. Ces mesures peuvent être prises au niveau local, national ou même mondial.